Bonsoir. Suite à deux coïncidences aujourd'hui, mais je pense qu'en période de coronavirus, les coïncidences n'existent pas, que ce soit en haut ou en bas. C'est-à-dire qu'il y a vraiment les forces du bien et les forces du mal qui s'opposent pour amener à la santé, à la liberté. Aujourd'hui, j'ai rencontré une personne, une ancienne chercheuse, qui m'a révélé deux, trois choses de la profession qu'elle exerçait auparavant et qu'elle a quittée pour des raisons de vocation et puis aussi de sens et d'éthique. Et tout à l'heure, en ouvrant mon portable, je découvre un article du Washington Post. Je reçois comme ça des articles de la presse américaine après m'être abonné à un certain nombre de journaux comme le New York Times. Et du coup, je me décide à vous faire part de cet article qui pose beaucoup de questions après avoir fait le point donc avec cette chercheuse qui travaillait, enfin, qui a une thèse en biologie, qui a travaillé pour les laboratoires, hein, et qui m'a dit des choses que certains connaissent peut-être, mais qu'il est toujours bon de rappeler ou de savoir. Par exemple, le fait que, avec le lancement des études sur un vaccin pour le coronavirus, eh bien, toutes les autres recherches ont été arrêtées dans les laboratoires. Alors que, me disait-elle, finalement, depuis le début, moi j'ai considéré que c'était pas très grave, hein, comme énormément d'autres chercheurs. Dans le monde de la recherche, en fait, il n'y a pas de prise de recul par rapport aux recherches qu'on met dans le laboratoire. Dans la réaction qu'il y a eu par rapport au coronavirus, les CHU ont été débordés auparavant. Elle a suivi ça en direct, hein, puisqu'elle travaille toujours dans le domaine de la santé. Mais ils se sont organisés avec un sentiment de psychose, là encore, pas du tout justifié. Les antiviraux qui sont conseillés, le Remdesivir est en train d'arriver sur le marché américain, eh bien, ils sont extrêmement. Ce sont des décisions très graves, hein. Didier Raoult a dénoncé ça, il a dit attention aux effets secondaires, là ça n'a rien à voir avec l'hydroxychloroquine, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement préoccupant, et ils sont très très chers. Alors, comment ça se passe la mise en place du protocole entre guillemets, hein, eh bien en fait, il y a des gens qui sont tirés au sort, des tests sont faits avec des antiviraux, hein, et même s'il n'y a que 5% d'efficacité de certains produits, eh bien le produit est mis sur le marché sans tenir compte des effets secondaires, alors qu'ils peuvent, dans certains cas, véritablement, et pas des cas exceptionnels, entraîner la mort. Hein. Les antiviraux, il y a beaucoup d'infirmières qui, après des années et des années de profession, peuvent vous dire des choses comme ça. Alors, dans le domaine de la recherche, des laboratoires, on définit des protocoles que tout le monde doit accepter. Et la médecine, contrairement à ce qui est dit, ensuite, quand elle est appliquée, elle n'est pas personnalisée. Il y a juste des petits questionnaires, hein, des cases éventuellement à cocher. Il y a juste quelques petits marqueurs, mais ça ne suffit absolument pas à personnaliser par rapport à la personne avec toute sa complexité de son vécu, de ses maladies intérieures, de ses maladies antérieures, etc. Donc c'est quelque chose qui est vraiment balancé ensuite en aveugle, non seulement avec parfois des taux de réussite extrêmement bas, mais des taux de risque qui sont importants et donc une personnalisation absente, on peut dire. Et donc, je le répète, hein, il risque d'y avoir pas mal de morts avec un antiviral comme le Remdesivir. Et beaucoup de médecins le refusent en raison de sa dangerosité. Concernant le projet de vaccin porté particulièrement par Bill Gates, de vacciner 7 milliards de personnes, elle a été elle-même stupéfaite de la réaction de beaucoup de collègues, y compris des gens qui sont écolos, qui mangent bio, etc. Hein. Mais voilà, on attend le vaccin, hein, c'est-à-dire on ne remet pas en cause finalement le monde dans lequel on travaille, le modèle que l'on poursuit, même si à l'intérieur,
Il y a des personnes qui sont éveillées sur la spiritualité, sur l'importance de la psychologie, un certain nombre de choses comme ça. Eh bien, les personnes continuent pour avoir des crédits, parce que la recherche, c'est leur passion finalement, ne promeuvent absolument pas ces autres types de médecine, de guérison, ni ne dénoncent des choses à l'intérieur de leur modèle de recherche euh, quand ces personnes-là acceptent de les reconnaître. Ensuite, j'ai interrogé cette personne sur les nanotechnologies, c'est-à-dire sur l'idée, est-ce que véritablement il pourrait y avoir des vaccins avec de la nanotechnologie qui permettent à, eh bien, de voir, d'influencer la personne à l'intérieur de son corps, hein, avec des technologies embarquées. Et elle m'a dit, mais oui, dans le cadre de ma recherche, j'ai vu passer des types de médecine, des types d'intervention où on injecte donc des nanoparticules dans le corps pour traiter le cancer en particulier. Les nanoparticules vont agir exactement comme des caméras qui vont aller chercher l'information dans le corps, hein, et qui vont ensuite permettre de traiter les parties du corps qui sont concernées, hein, les cellules cancéreuses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est possible de tout voir à l'intérieur du corps. J'ai envie de dire, pas uniquement par les caméras, par la 5G, par les caméras partout, mais finalement, même si on injectait des vaccins et que ces vaccins étaient reliés, ce qui n'est pas du tout impossible, comme c'est le cas déjà dans les poussières intelligentes qu'on peut vaporiser dans un aéroport pour avoir les informations, eh bien tout ça, ça pourrait être ramené à des serveurs, à des ordinateurs avec des prises de décision. Dans un livre que j'ai lu récemment, Le Manifeste des chimpanzés du futur, du collectif Pièces et Main-d'œuvre, ils expliquent comment, dans le transhumanisme, on a réussi depuis longtemps, après avoir injecté une dose d'un produit avec des nanoparticules dans un taureau, à l'arrêter à distance, en pleine course, hein, en le téléguidant. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Et pour terminer, donc, eh ben, elle était obligée effectivement de reconnaître que même s'il y a pas mal de chercheurs qui sont convaincus de ce qu'ils font, d'agir pour le bien, il y a quand même énormément de dogmatisme avec ce protocole qu'on ne remet pas en question, hein, c'est une façon de se rassurer, mais il y a aussi une forme bien sûr de toute puissance, hein, de religiosité même de cette recherche-là, et quand même beaucoup d'orgueil chez les médecins en particulier, me disait-elle, hein. Il y a une seule vérité, elle est scientifique, et elle ne doit pas être discutée. Pour finir, elle m'a cité quelque chose d'extrêmement intéressant, hein. Eh bien, c'est un article paru il y a quelque temps dans Le Monde sur le financement du système de la recherche qui favorisait, disait l'article du Monde, une forme de narcissisme chez les chercheurs. Par rapport au fait que c'était vraiment pas un type de recherche qui visait à un bien commun et à un bénéfice collectif, avec des économies, avec une appropriation de la santé par chacun, etc. Mais l'exacerbation, l'hypervalorisation de certaines petites découvertes qui rapportent énormément d'argent, hein, avec les conditions de test, on a vu, extrêmement discutables. Et du coup, moi je lui ai dit, mais finalement, c'est pas uniquement narcissique, c'est pervers narcissique, parce que le système de manipulation et la toute-puissance qu'on peut avoir en tant que corps médical, possibilité d'imposer cela, hein, que ce soit par le biais pharmaceutique ou dans le cas du monde psychiatrique, eh bien, il y a quand même vraiment une forme de perversion narcissique et de Freud parlait d'un sadisme sublimé chez les chirurgiens, mais ce sadisme, il est loin d'être complètement sublimé dans le pouvoir que ça donne sur des populations entières, avec une forme de darwinisme social
qui se poursuit, hérité eh bien, du 19e siècle ou encore de bien bien avant. Voilà, donc c'était ce que je veux dire pour commencer. Et on va maintenant passer à l'article que j'ai reçu tout à l'heure du Washington Post, qui est daté du 7 mai et mis en ligne hier, le 8 mai. Le titre: l'administration Trump a encouragé l'utilisation du Remdesivir, mais l'inégalité de son utilisation met les médecins en colère, de son utilisation et de sa distribution. En fait, c'est un terme un petit peu ambigu. En anglais, je ne sais pas si j'ai l'article là, out. Voilà, the rollout, donc distribution, utilisation, introduction, bref. L'introduction du premier traitement contre les coronavirus est marquée par un manque de transparence et des données médicales incomplètes selon les médecins américains. La société pharmaceutique Gilead Sciences, alors Gilead, c'est l'actionnaire, un des gros actionnaires de BFM, qui était violemment anti-Didier Raoult, et l'administration Trump sont confrontés à des plaintes concernant le manque d'équité et de transparence dans la distribution du premier traitement contre les coronavirus, le Remdesivir. C'est une dépêche de Mike Blake de Reuters et un article davantage de fond de Christopher Rowland et Laurie McGinley, qui sont des journalistes chevronnés du Washington Post, qui est quand même un grand journal américain. Chris Rowland a rejoint l'équipe commerciale du Washington Post en 2018 après avoir été le chef du bureau de Washington du Boston Globe, où il a dirigé la couverture de 2 élections présidentielles et supervisé le reportage sur entreprises politiques. Auparavant, il a couvert les soins de santé pour le Boston Globe. Et Laurie McGinley, elle suit depuis longtemps la santé et la médecine pour le Washington Post. Elle s'intéresse à la Food and Drug Administration, qui est un lobby extrêmement important, même si ça semble une entreprise étatique, ainsi qu'à la recherche et au traitement du cancer. Elle était auparavant rédactrice en chef de la rubrique Santé, Sciences et Environnement du Post. Alors, que dit cet article du Washington Post? Le lancement du premier et unique traitement pour le Covid-19 est critiqué par les médecins de tout le pays comme étant confus, injuste et entaché d'informations médicales incomplètes, juste une semaine après que son fabricant, Gilead Sciences, et l'administration de Trump ait suscité des espoirs en annonçant que le médicament réduisait les séjours hospitaliers de certains patients. La demande de Remdesivir a explosé après que la Food and Drug Administration, citant les résultats, ait délivré une autorisation d'utilisation d'urgence pour le médicament expérimental. L'administration Trump a maintenu le contrôle de la distribution du médicament dont l'offre est limitée. Et on apprend, c'est un des titres de cet article, les chercheurs du gouvernement ont modifié le système de mesure pour mesurer le médicament coronavirus Remdesivir pendant l'essai clinique. Donc il y a quelque chose qui est passé en urgence en modifiant les normes habituelles. Donc c'est quand même grave. Les médecins de plusieurs hôpitaux, dont certains ont constaté une augmentation du nombre de personnes atteintes du Covid-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus, disent qu'ils ne peuvent pas donner accès au Remdesivir à leurs patients et qu'ils ne comprennent pas le processus d'obtention du médicament. À Boston, l'hôpital général du Massachusetts a déclaré qu'il était en passe de recevoir le médicament, mais 2 autres grands hôpitaux universitaires, c'est peut-être parce que des tests peuvent être faits justement dans ces hôpitaux universitaires, se sont vus refuser des fournitures sans explication, ont déclaré les médecins. Donc c'est extrêmement inquiétant, on voit que le chaos organisé en France, et la désinformation, avec à sa tête entre autres BFM, à laquelle je rajouterai volontiers France Info et d'autres, eh bien c'est aussi le cas aux États-Unis avec Trump, qu'on avait parfois présenté comme un rebelle par rapport à l'OMS et tout ça. Bon, en réalité, c'est quelqu'un d'une grande violence psychologique dans les affaires et dans la façon de gouverner. On va voir qu'il remet en cause l'Obamacare, le système
de santé américain, donc son patriotisme ne va pas très loin. Ce qui dérange, c'est le processus au niveau fédéral. Il n'y a pas de transparence, nous ne savons pas qui a pris la décision ni comment elle a été prise. Le processus n'est qu'une énorme injustice, a déclaré dans une interview Benjamin P. Linas, un médecin spécialisé dans les maladies infectieuses au Boston Medical Center. Donc on est vraiment là, quand même dans les centres urbains américains. C'est à Boston qu'il y a le Massachusetts Institute of Technology, qu'il y a Harvard et Cambridge pour les parties plus littéraires. Bon. Qui traite un grand nombre de patients afro-américains et hispaniques dans le cadre de Medicaid. Voilà. Linas a noté dans un tweet cette semaine que l'hôpital a le deuxième plus grand nombre de cas de coronavirus à Boston. Aujourd'hui, la famille d'un patient mourant m'a demandé pourquoi nous n'avons pas de remdesivir. Que suis-je censé lui répondre? Donc, bon, ça pose des questions. La Maison-Blanche, le groupe de travail du président sur les coronavirus, le bureau du secrétaire adjoint pour la préparation et la réponse, ASPR, qui coordonne la distribution du médicament, et le département de la santé et des ressources humaines, l'agence mère de l'ASPR, n'ont pas répondu aux questions concernant les plaintes des médecins jeudi. Voilà, ni information, ni réponse. Donc on voit, c'est quand même très particulier. L'ASPR a retenu les services de la grande société de distribution de médicaments AmerisourceBergen pour livrer le médicament dans tout le pays. La société a déclaré qu'elle suivait les directives du gouvernement quant à l'endroit et aux quantités de remdesivir à distribuer. Les médecins se plaignent également qu'ils n'ont pas encore vu les résultats complets de l'essai clinique des National Institutes of Health, les instituts nationaux de la santé, qui ont ouvert la voie à l'autorisation d'urgence du remdesivir par la Food and Drug Administration, ce qui signifie qu'ils ne savent toujours pas quel patient pourrait bénéficier le plus du médicament. Là aussi, donc, des choses inquiétantes quand on connaît, c'est pour ça que j'ai tenu à parler de ça en première partie, la dangerosité de ce genre d'antiviral. Voilà. On se retrouve tout de suite pour la fin de l'article.